bienvenue à cette première série d'émissions qui fera le lien entre les baby boomers et l'immobilier sous plusieurs angles. L'angle des projets à venir, l'angle des finances, l'angle aussi de l'émotion, parce que lorsqu'on quitte une maison dans laquelle on a habité pendant plusieurs années, on a élevé nos enfants, donc c'est rempli de souvenirs. Alors souvent, c'est pas facile de laisser aller. Les enfants qui sont pas toujours encore à la maison, des fois ils ont quitté, mais ça, on vous donnera quelques petites options un peu plus tard dans l'émission. Je m'appelle Catherine Huet, je suis courtier immobilier. Je suis avec mon collègue Charles Sauvé. Bonjour Charles. Bonjour Catherine, plaisir d'être avec toi ici aujourd'hui. En fait, on est pas mal souvent ensemble puisqu'on travaille ensemble depuis plusieurs années. Oui, c'est ça, on peut expliquer aux gens. En fait, on est une équipe évidemment au quotidien. On cumule plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier ensemble. Et on en a vu des dossiers. Évidemment, aujourd'hui, le sujet, la clientèle des baby boomers nous intéresse. Et pour en avoir de l'expérience, je vous dirais, dans les dernières années, derniers dossiers, on a eu plusieurs boomers comme clients, même mes parents. À la limite, on pourra expliquer un peu leur exemple et leur scénario. Tu leur as demandé la permission, ils ont dit oui. J'attends le retour d'appel de ma mère. On va mettre ça sur la table tout de suite. On adore travailler avec les baby boomers, même si c'est pas toujours facile. En fait, c'est pas si compliqué que ça. Ils ont travaillé fort pour ramasser leur patrimoine. Ils veulent rien laisser sur la table. Ça, on a compris ça, puis on les comprend aussi. Avec raison. Oui, effectivement, avec raison. Quand on dit qu'on aime ces gens-là, surtout dans l'immobilier comme clients, c'est vrai que c'est des clients en or parce que c'est des gens qui sont très fiers de leur bien immobilier en général et ils l'entretiennent très bien. Oui. De l'intérieur à l'extérieur, les gens en général font attention versus la nouvelle génération, peut-être un peu moins, je dirais, habile manuellement. Le techno, évidemment, il est arrivé qui a embarqué beaucoup dans les dernières années. Alors, ça fait une bonne différence au niveau de la clientèle et de la propriété. C'est vrai que quand on fait visiter des propriétés qui appartiennent à des baby boomers, souvent, on peut manger par terre. C'est vraiment super bien entretenu. Dès qu'il y a quelque chose qui brise, habituellement, ils ont les moyens aussi pour réparer. Oui, en général, oui, exactement. Et je dirais aussi qu'ils ont une fierté même à faire visiter la maison. Oui, tu as raison. Ils veulent être là. Ils sont très intéressés à voir qui va visiter leur maison d'ailleurs. Ils nous posent beaucoup de questions à ce niveau-là. Qui, quand, quoi, comment. Est-ce que les gens sont prêts à prouver avant de rentrer chez eux? C'est des grandes questions qu'on se fait poser. Financières, oui, exactement, ça revient à ça. Mais les boomers, ouais, sont très fiers de leur propriété. Et ça me fait sourire parce que, un dernier dossier qu'on avait dernièrement, la cliente va presque jusqu'à le fameux tarte aux pommes. Elle était prête à faire ça justement pour accueillir les gens chez elle. Alors, on en a ri. Si on tente de faire un portrait type, selon un sondage réalisé par Royal Lepage auprès de 2000 personnes, les baby boomers sont propriétaires à 67% de leur propriété et plus de la moitié n'ont pas d'hypothèque. Donc, ça revient à ce qu'on disait, financièrement, ils n'ont pas de problème. Non, en général, les boomers, ils sont très impliqués ou implantés versus l'immobilier au Québec. C'est une grande partie de leur richesse ou de leur équité. Il faut dire que l'immobilier leur a bien rendu aussi. Il y a eu des très bonnes années. Ils nous parlent souvent, en fait, ça nous fait aussi sourire, le fameux 20% d'intérêt qu'ils ont payé dans la fin des années 80. On l'entend souvent avec eux. Faut dire que ça n'a pas duré très, très longtemps. Mais bon, effectivement, ils nous disent ça aujourd'hui. Versus notre 6 actuel où les gens, la jeune génération, paniquent du 6. Les boomers ont connu autre chose. Alors, il y a des bonnes différences avec ce qu'ils ont connu comme immobilier avec les années. Évidemment, les maisons ont les prix ont beaucoup augmenté, la valeur a beaucoup augmenté depuis leur achat parce que ça date souvent de 25-30 ans. C'est pas nécessairement des gens qui ont eu beaucoup de propriétés ou de transactions. Ils en ont accumulé peut-être, soit maison secondaire ou immeuble à revenus, mais ils n'ont pas nécessairement vendu, racheté plusieurs fois. Et ça a tellement changé le marché à comparer à ce qu'eux, ils ont vécu. Juste, tu te rappelles, les fameux catalogues, quand on arrivait chez les gens pour leur présenter des propriétés, maintenant, tout se fait par ordinateur sur Centris. Oui, en fait, vous avez connu ça. Nous-mêmes, on n'a jamais connu ça. Moi, j'en ai vu ça. J'en ai trouvé même dans la maison. Parce que j'ai acheté la maison où j'habite présentement appartenait à une ancienne courtière. Et en faisant le déménagement, je suis tombé sur ces livres MLS-là. Là, tu vieillis tout le monde. Téléphone. Non, mais moi, j'ai pas, évidemment. On n'a jamais travaillé avec ça, mais on en a vu. Je les ai gardés comme souvenir. Et aujourd'hui, tu as raison, les outils électroniques, que ce soit, les Facebook de ce monde, l'Instagram, les TikTok,
Juste nos appareils, en fait, les téléphones. C'est merveilleux pour le métier, mais ça dépend aussi beaucoup pour les GPS, question de destination. Les photos, on peut se débrouiller ou déjà avoir une bonne idée de ce que le Par show un photo. drone, notamment, qu'on Exactement. utilise dans la plupart de nos transactions Exactement. aujourd'hui. Ça a beaucoup évolué. On en reviendra peut-être un peu plus tard dans l'émission, mais oui, la mise en marché, les techniques, la photographie. Anciennement, les courtiers faisaient ça eux-mêmes avec des anciens appareils photo. Maintenant, ben, si la mise en marché est bien faite, les courtiers d'aujourd'hui engagent des photographes professionnels qui ont tous ces outils-là digital avec drone inclus et tout et tout. C'est un métier en soi. Au Québec, Charles, 29% des baby boomers prévoient Ouais. déménager au cours des prochaines années pour plusieurs raisons. Notamment, on parle de 62% dans une région rurale parce que d'un plus abordable. Oui. Et puis, ben en fait, il y a l'intention certainement d'avoir une retraite plus paisible. Alors, les gens vont quitter la ville ou les banlieues près de la ville pour se reculer un peu plus. Le mode de vie. Le mode de vie, oui, exactement. D'avoir une retraite, comme je disais, un peu plus tranquille avec restaurant, sortie et sport au besoin. Dans certains cas, on en reviendra aussi avec le cheminement, mais il y a les activités, le jardinage derrière tout ça. Ce qui est surprenant, c'est que cette transition-là n'est pas vraiment axée, en fait, sur l'achat de condos. La première transaction que les boomers sont prêts à faire dans les prochains 5 ans, c'est quand même de racheter une maison unifamiliale. À 53%. Ouais. Le condo est pas populaire auprès de cette tranche, cette génération-là. Seulement 20%. Ouais. C'est quand même assez étonnant, trouves-tu? Ils y arrivent, finalement, au condo. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, le cheminement pour eux, même de grandeur d'espace de vie. Et on le voit, ça nous fait rire aussi. Les boomers, lors de transactions, c'est tout un casse-tête pour faire le ménage dans leurs meubles. Ils ont beaucoup de meubles, ils ont beaucoup de pièces, beaucoup de meubles et de gros meubles. Alors, quand la décision est rendue qu'à déménager dans un condo ou une plus petite maison, souvent, on en rit, mais le couple s'entend pas toujours, en fait, sur savoir quel sofa ils vont garder ou pas. Et d'aller vivre aussi en communauté. Je comprends là, que t'as ton petit nid à toi en condo, mais tu as quand même des gens qui restent au-dessus de toi, tu as des rencontres de propriétaires, et ça plaît pas peut-être aux baby boomers. Il y a cette notion-là qui est pas typique à eux, mais quand même, on le voit beaucoup. Le fait d'être propriétaire leur amène une sécurité. Tu es un peu le patron chez toi. Alors, En contrôle exactement, de ton espace. de ton voisin. Comme tu dis, tu n'as personne au-dessus de toi, mais il n'y a personne qui va t'imposer un mode de vie ou des règlements. Versus le condo, où ils vont finalement arriver. Le condo, ce qui miroite, en fait, ou l'intérêt qu'ils ont vers ce type d'habitation-là, c'est la liberté que le condo apporte. Écoute, tu fermes la porte à clé, tu pars en voyage. Exactement. Tu n'as pas de pelouse, d'entretien, de quoi que ce soit. La voiture est dans le garage. Tu as des gens qui peuvent surveiller aussi ton espace. Donc, ça donne une certaine paix d'esprit. Oui, mais je reviens à mes parents dans cette Raconte-nous tes parents. Ben, ça a été un beau dossier, je dois dire, au final, mais ça a été très long. Je pense qu'aussi, avec les gens qu'on rencontrera peut-être, on va vous inviter plus tard même à nous envoyer vos questions si vous en avez, mais c'est que le cheminement, il est long. Dans le marché d'aujourd'hui aussi, on tourne dans une roue qui fonctionne un peu au ralenti. Il n'y a pas énormément de maisons à vendre. Les gens hésitent avant de mettre à vendre. Alors, on tourne dans ce cercle-là. Ce printemps, sans vous étourdir avec des statistiques, le marché, quand même, depuis 1 an ou 2, avait ralenti. Les taux d'intérêt ont beaucoup monté, comme tout le monde le sait. C'est plus la folie de la COVID, évidemment, mais au printemps cette année, si je prenais la région de Montréal, les prix ont quand même, à Montréal, augmenté d'à peu près 5 et les transactions ce printemps d'environ 13 à 15 Laval et la Rive-Nord se ressemblent un peu avec une augmentation de vente de, disons, 8 à 10 et des prix qui vont augmenter autour de 5-6 cette année, c'est la Rive-Sud, en fait, qui vole le show un peu. La quantité de ventes a augmenté de presque 30 et les prix, dans ce cas-là, de 8 à 10 Alors, c'est un territoire qui semble être très hot actuellement. Donc, les baby boomers qui veulent rester dans une résidence unifamiliale, mais plus petite, à 59 Oui. Pourquoi, d'après toi? Ben, en fait, c'est d'avoir un cheminement étape par étape. Je reviens encore une fois à mon père, c'est un maniaque de jardinage. La première maison dans laquelle moi-même j'ai grandi, c'était un jardin botanique. Mon père était presque quotidiennement
ou passait, disons, beaucoup de temps sur son terrain, ses plates-bandes, ses fleurs, ses arbres, ses headsets, très important. Et puis, c'est quelque chose qu'il faisait avec passion, mais c'était pas un fardeau pour lui. Déjà, simplement ça, de faire une croix sur cette activité-là qu'il aimait, c'était assez pour retarder la vente de la maison. Et certainement pas d'aller en condo. On en a parlé pratiquement pendant 1 an avant de mettre la première maison à vendre. Et puis, ils ont suivi vraiment le chemin qu'on vient d'expliquer. Ils ont acheté une deuxième maison suite à la maison familiale qui a été vendue, qui était plus petite, évidemment, mais encore en banlieue avec un terrain, avec bon la fameuse headset. Mais avec un peu moins d'entretien. Un peu, ben exactement. Le jardin diminuait, donc la quantité de plates-bandes et de bon les piscines, par exemple. La piscine était éliminée à ce moment-là. Alors oui, la charge de travail diminuait, mais il restait quand même chez lui en contrôle de son environnement et ça lui plaisait. Donc, les baby boomers qui quittent leur résidence à 72% pour l'entretien, parce qu'on veut pas être esclave de notre maison. Oui. On l'a dit tantôt quand on faisait des visites, les propriétaires, c'est des baby boomers. On veut manger par terre tellement que c'est propre. Oui. Ils veulent dégager de l'argent pour partir à la retraite et profiter de la vie, faire autre chose que de rester dans la maison et l'entretenir, comme entre autres voyager. Certainement. En fait, la catégorie, disons, boomer aussi, est relativement large. Si on prend les plus vieux boomers, sans vieillir mes parents, ils sont un peu plus dans la braquette du haut, disons, que la braquette du bas. Et je voyais boomer encore quand je mettais leur condo, parce que suite à la deuxième maison qu'ils ont eue, ils ont finalement acheté un condo. Un autre 2 ans, 3 ans de réflexion pour mon père. Quand il a pris cette décision-là, la journée qu'il est rentré dans son condo, il n'a jamais regretté. S'il était ici avec nous aujourd'hui, il confirmerait le truc. Mais pendant la mise en marché de ce condo-là, on a eu beaucoup de visites par des baby boomers aussi, mais disons dans le bas de la braquette, donc beaucoup plus jeunes. Et ces baby boomers-là nous expliquaient que c'était une grande réflexion et ne voyaient pas tout de suite la vie de condo ou pas. Que c'est une grosse étape. C'est au début de la réflexion et de l'histoire, ce feeling-là. Il y a beaucoup d'hésitation. Et en même temps, ben, c'est correct parce que ça se prépare. Surtout dans le marché, encore une fois, d'aujourd'hui, on espère que l'inventaire augmente avec les années. Mais ça se prépare pour pas être pris à acheter ou de vendre une maison et acheter quelque chose qui nous intéresse moins. Les baby boomers ont aussi cette liberté-là financière en général pour choisir leur environnement. Ils veulent pas être contrariés ou obligés d'acheter un truc qui leur plaît pas. Et donc, c'est déjà d'en parler et d'avoir un temps de préparation et de recherche, certainement. Parce que n'attendez pas, en fait, dans vos dossiers en pensant que vous allez tout régler le truc en quelques mois. Actuellement, je vous dirais que on parle plutôt dans l'année que dans le mois. Mais chaque dossier est différent, évidemment. Là, mais il faut bien prendre le temps de comprendre le dossier, rencontrer ces gens-là, évidemment. Vous nous conterez toutes vos histoires. Ça va nous faire plaisir de vous écouter. On en a à vous échanger aussi, vous allez rire. Mais c'est ça. Il faut bien encadrer là, cette recherche-là, cette transaction-là. Parle-moi de cette nouvelle réalité-là où les baby boomers doivent aider leurs enfants à acquérir une première propriété. Ça, c'est nouveau, ça fait partie. En fait, c'est tellement difficile avec l'inflation. Les premiers acheteurs, on n'a pas le choix de leur venir en aide un peu du côté des parents. Là. On a tous été, en fait, surpris. Puis là, je remonte un peu plus loin dans le temps, au début de la pandémie. Les spécialistes, en fait, nous avaient confirmé une catastrophe immobilière. Beaucoup de boomers, même à cette époque-là, me demandaient, Charles, est-ce que je dois vendre rapidement, presque à tout prix? La pandémie est à nos portes. Les spécialistes semblent dire que l'immobilier va pratiquement s'effondrer. Qu'est-ce que je fais? Ça reste un gros fonds de pension pour eux. Et donc, on a emboîté le pas un peu avec ça, mais on comprend tous l'histoire aujourd'hui. Ça a été tout à fait l'inverse. Les prix ont explosé. Les transactions aussi. Il y a eu une migration avec le télétravail et donc, le marché sans parler de bulle, a beaucoup augmenté. Et aujourd'hui, ben, ce marché-là s'est calmé un petit peu. Mais pour revenir à ton truc d'aide, c'est que les taux d'intérêt qui ont augmenté énormément dans les derniers mois, voire la dernière année et demie, on s'attendait peut-être à ce que les prix diminuent face à ces taux d'intérêt-là, et ça n'a pas vraiment été le cas. La quantité de transactions a diminué, mais les prix ont gardé un plafond assez élevé. Et même là, par rapport aux statistiques que je vous donnais tantôt, on voit que cette année, le malaise semble être déjà terminé et les prix ont une tendance à la hausse
Surtout, on est tous comme ça, si les taux d'intérêt rebaissaient un peu cet été et au cours de la prochaine année, je pense que ça va redonner effectivement de l'énergie au marché et surtout au prix. Et donc, c'est très difficile pour un jeune acheteur. Et c'est la difficulté qu'on rencontre aujourd'hui. Le domino ne tombe plus. Un jeune acheteur, même avec un bon premier emploi, qui a fait des économies, qui a une mise de fonds de, je vais dire même de 50 000, ce qui est déjà assez rare. Ben, aujourd'hui, une maison unifamiliale va coûter pratiquement 500 000 au bas mot. Avec une mise de fonds de 50 000, ça fait une hypothèque de 450 à 6 %. C'est impossible qu'un jeune puisse arriver à payer des maisons comme ça et on le voit au quotidien. Alors, ben, les boomers qui ont les moyens, effectivement, c'est une nouvelle stratégie dernièrement ou une nouvelle réflexion qu'ils ont. En vendant ta propriété à un fort prix, tu peux t'acheter une propriété plus petite, dégager un certain montant d'argent qui va te permettre d'aider aussi tes enfants. Mais tu as raison que si le baby boomer s'accroche et ne fait pas de la place, si tu veux, ben le domino ne tombe pas et ça stagne peut-être un petit peu le marché sans vouloir mettre le doigt, la pression sur les baby boomers. Il y a, ben évidemment, bon, on a souri la semaine dernière, on est tombé sur des articles, toi et moi, à ce sujet-là, qui semblaient pointer du doigt les boomers versus le malaise. Crise, oui, exact, le malaise immobilier ou le manque d'inventaire actuel. C'est pas que ça, il y a l'immigration, il y a plein de trucs. Là. Clairement, et bon, c'est des gros problèmes, des grosses situations expliquées. On n'est pas là aujourd'hui pour rentrer dans ces situations-là. Peut-être qu'ils en font partie, oui, mais il y a beaucoup plus qu'eux, évidemment, qui influencent le marché actuellement. Là. Il y a aussi l'option de l'intergénération. On voit ça de plus en plus sur le terrain. Des gens qui nous disent, écoute, moi, mes enfants n'ont pas la capacité financière pour pouvoir acheter une propriété. Est-ce que tu peux me chercher quelque chose où ce serait possible qu'on vive ensemble? Sauf qu'on veut pas une intergénération où il y a un sous-sol. On préférait une intergénération côte à côte. C'est très populaire en ce moment. Oui, de plus en plus. Les sous-sols, évidemment, personne en général veut finir ses jours dans un sous-sol, idéalement. Je pense que les lois vont s'assouplir aussi parce qu'il y a un problème au niveau de la construction et des permis. Il y a beaucoup de municipalités où tu n'as pas nécessairement le droit de bâtir des intergénérations ou du multi-logement sur un terrain résidentiel. Bon. Alors, ça, peut-être que dans les prochaines années, ça va évoluer. Mais il y a définitivement un point, ça c'est une capsule ou une émission qu'on fera peut-être même avec oui, parce que c'est la première d'une série. Là. Oui, suivez-nous, prenez l'habitude de nous suivre. On va aller en détail sur tous les angles de l'immobilier, donc qui touche les baby boomers. On va parler du marché, entre autres, ce marché-là qui a complètement changé, qui est complètement fou. Il faut des stratégies de mise en marché aujourd'hui. On a abordé un petit peu le sujet en début d'émission. Et je pense que, est-ce que c'est typique, encore une fois, de la génération boomer? Je mets pas ça négatif du tout, c'est positif, mais l'argent est le nerf de la guerre dans leur immobilier. Alors, on va rentrer dans le sujet et dans les détails, probablement dans une prochaine émission avec François, évidemment, que tu connais bien. François Gagnon, qui pourra nous expliquer ça dans le détail. Parce que c'est tout là, ce que tu expliques. Le boomer qui a bâti beaucoup d'équité sur sa maison, c'est une maison principale. Pour le moment, à moins que ça change, c'est des gains de capital qui sont non imposables. Il y a de l'argent dans tout ça qui peut être donné en dons aux enfants et tout. Alors, il y a vraiment une dynamique fiscale à bien comprendre à tout ça pour voir est-ce qu'il y a des options qui seraient offertes ou qui seraient en fait disponibles pour vous, là, qui nous écoutez. Chacun a son scénario, mais on va essayer de faire la lumière avec François dans les prochaines émissions là, pour vraiment bien éclairer ce côté-là des transactions. Parce que c'est très important. De ça, de tout l'aspect de gain en capital sur une résidence secondaire aussi, cette nouvelle loi qui est annoncée là, il y a quelques jours. Donc, on va faire le point là-dessus. On a déjà beaucoup de questions, tu peux t'imaginer, de toute façon, par la clientèle à ce sujet-là. On en a entendu parler aux nouvelles dans les journaux, mais pas nécessairement dans le détail. Et bon, toutes les questions fiscales, de toute façon, on n'est pas des comptables spécialistes, personne. Ça prend souvent de l'aide et de l'explication cas par cas. C'est ça qu'on va essayer de faire la prochaine fois avec François. Oui, tout au long des émissions, on va parler de condos aussi. Moi, je veux vraiment revenir là-dessus. C'est plus compliqué qu'acheter une résidence unifamiliale, tous les documents dont on a besoin, le fonds de prévoyance. Fait que peut-être aussi que c'est moins populaire, les condos, parce que justement, on connaît pas exactement comment ça fonctionne. Alors ça, peut-être démystifier ça là, au cours des émissions. Certainement. Il y a, le condo avec, bon, il y a certains documents comme tu parles, les déclaration de prévoyance, les déclarations de copropriété et tout, les fonds de prévoyance, là, les nouvelles lois qui ont passé, la même chose. Les gens
payait pas nécessairement suffisamment, personne n'est intéressé à payer des frais de condo élevés. C'est bon pour 1 an ou 2, mais sur une longue période, t'accumules pas. Une fois que le building use, là, tu peux rencontrer des plus gros problèmes. Et à la revente, on rencontre certaines situations où là, il y a des frais de condo qui sont augmentés de façon substantielle pour compenser ou pour revenir à l'arrière et ramener ces fonds de prévoyance-là à date. Ça énerve bien des gens. Ouais. Il y a les règlements des condos. On se fait souvent poser la question aussi jusqu'aux animaux. Est-ce que les petits chiens sont permis ou pas? Oui, mais jusqu'à tant de livres. On parle en livres, pour vous dire. Alors, mais chaque immeuble a son règlement. Ouais. En général, c'est permis, évidemment, mais bon, ça, on pourra revenir à ça. Mais oui, il y a beaucoup de documents aujourd'hui à fournir, à rencontrer. Et puis, peut-être qu'à l'ancienne, pour les boomers, il y a 25-30 ans, c'était moins fastidieux de trouver, en fait, ou de fournir tous ces documents-là. Tout à fait. Il faut ramener ça à date. Certificat de localisation, d'ailleurs. Certificat de localisation, on en parlera également. On aimerait ça recevoir vos suggestions également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas par le biais de notre adresse courriel. Oui, vous pourrez nous écrire à info@ussauveimmobilier.com. ussauveimmobilier en un mot, évidemment, .com. Ça va nous faire plaisir là, parce que, bon, aujourd'hui, on fait un résumé un peu de la situation du processus. Dans les prochaines émissions, vous verrez les détails s'accumuler. On va rentrer un peu plus cas par cas. Ça va nous faire plaisir, évidemment, de répondre à vos questions si vous en avez dans vos situations précises. Merci, Charles. Ben merci, bien agréable pour une première. On continue, on en fait d'autres. Merci à vous d'avoir été là. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt. Merci.